Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Vous êtes trop intense, trop émotionnel, trop profond. Et peut-être avez-vous passé des années à essayer de vous rapetisser, à essayer de rentrer dans des cases qui n'ont jamais été faites pour vous, à essayer d'être moins pour que les autres se sentent plus à l'aise en votre présence. Mais et si je vous disais que c'est exactement la stratégie qui détruit votre vie? Jung a prévu cette douleur il y a plus de 100 ans. Il a écrit que certaines personnes portent une lumière tellement intense qu'elle aveugle ceux qui vivent encore dans l'obscurité. Pas parce que la lumière est mauvaise, mais parce que leurs yeux ne sont pas encore prêts à la voir. Dans une étude de 2025 publiée dans Social Cognitive and Affective Neuroscience, des chercheurs ont découvert quelque chose qui a confirmé ce que Jung avait pressenti. Le rejet social active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes trop, votre cerveau enregistre cela comme un coup, une blessure réelle. Et les personnes hypersensibles, celles que Jung appellerait des âmes profondes, ressentent cette douleur avec une intensité multipliée. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leurs cerveaux sont littéralement connectés différemment. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais vous révéler sur les raisons pour lesquelles vous êtes rejeté, parce que vous êtes intense, va complètement changer la façon dont vous vous voyez. Et plus important encore, va vous montrer pourquoi ce rejet est en fait un filtre qui vous protège des personnes qui détruiraient votre âme. Commençons par ce que les neurosciences ont découvert sur les personnes intenses. Environ 15 à 20% de la population mondiale possède ce que les scientifiques appellent une haute sensibilité de traitement sensoriel. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une variation neurologique. Ces personnes, appelées HSP, Highly Sensitive Person, ont l'insula antérieure du cerveau significativement plus active que la moyenne. L'insula est responsable du traitement des informations émotionnelles et des sensations corporelles. Quand cette région est hyperactive, vous sentez tout plus profondément. La joie est plus joyeuse, la douleur est plus douloureuse, la connexion est plus intense, la solitude est plus dévastatrice. Jung n'avait pas accès aux IRM, mais il a observé ce phénomène chez ses patients. Il a noté que certaines personnes semblaient porter le monde à l'intérieur d'elles. Elles sentaient les émotions des autres comme si elles étaient les leurs. Elles percevaient des subtilités qui passaient inaperçues pour la plupart. Et elles étaient fréquemment rejetées pour être trop. Jung a écrit que l'homme possédé par l'ombre est toujours dans sa propre lumière et tombe dans ses propres pièges. Mais ce qu'il a aussi observé, c'est l'opposé. Certaines personnes ne sont pas possédées par l'ombre, elles sont possédées par la lumière. Et cette lumière intense aveugle ceux qui préfèrent encore l'obscurité confortable. Voilà où ça devient intéressant. Pourquoi les personnes non préparées rejettent-elles les personnes intenses? La réponse se trouve dans un concept jungien appelé la projection de l'ombre. Nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous rejetons, des qualités que nous considérons inacceptables, des désirs que nous réprimons, des potentiels que nous avons peur d'exprimer. Ces parties rejetées forment ce que Jung a appelé l'ombre. Et quand nous rencontrons quelqu'un qui exprime librement ce que nous réprimons, nous ressentons de l'inconfort, de l'irritation, voire de l'hostilité. Pensez-y, quand quelqu'un est intensément passionné et que vous avez réprimé votre propre capacité de passion, l'intensité de cette personne vous incommode. Quand quelqu'un est profondément émotionnel et que vous avez passé des années à construire des murs autour de vos émotions, la vulnérabilité de cette personne vous paraît menaçante. Quand quelqu'un est authentiquement lui-même et que vous vivez en portant des masques, l'authenticité de cette personne vous fait vous sentir exposé. Gardez cette information. Cela aura beaucoup plus de sens quand je révélerai pourquoi le rejet est en fait une protection. Le docteur Alan Shore a expliqué dans le Huberman Lab, en novembre 2024, que les mêmes circuits cérébraux utilisés pour établir l'attachement entre un bébé et sa mère sont réutilisés plus tard dans la vie pour les relations adultes. Cela signifie que la façon dont vous vous connectez avec des partenaires romantiques, des amis intimes et même des collègues de travail est façonnée par des schémas établis avant que vous n'ayez de mémoire consciente. Et les personnes à haute sensibilité ont généralement grandi dans des environnements où leur intensité n'a pas été accueillie.
On leur a dit de se calmer. On les a critiqués pour avoir trop ressenti. On leur a enseigné que leur nature était un problème à corriger. Le résultat, un conflit interne dévastateur. D'un côté, votre neurologie vous pousse à ressentir profondément. De l'autre, votre programmation sociale vous dit que ressentir profondément est mauvais. Vous devenez une personne divisée, essayant d'être moins que ce que vous êtes pour être accepté. Et cette division crée une douleur que peu comprennent. Mais voilà ce que Jung a découvert et qui change tout. L'ombre ne contient pas seulement des qualités négatives, elle contient aussi ce qu'il a appelé l'ombre dorée. Ce sont les qualités positives que vous avez réprimées, les talents que vous avez cachés, la grandeur que vous avez diminuée pour rentrer dans des espaces petits. Et quand quelqu'un vous rejette pour être trop, souvent, cette personne réagit à votre ombre dorée. Votre lumière illumine l'obscurité dans laquelle elle a choisi de vivre. Et au lieu de confronter sa propre obscurité, il est plus facile de rejeter la source de la lumière. Laissez-moi être très clair sur quelque chose. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes meilleur que les autres. Je suis en train de dire que vous êtes différent. Et différent n'est ni meilleur ni pire. C'est juste différent. Mais dans un monde qui valorise la conformité, être différent est fréquemment traité comme étant mauvais. Et voici une découverte fascinante qui relie Jung à la neuroscience la plus récente. Les chercheurs ont découvert que les personnes hypersensibles ont des connexions plus faibles entre la substance grise périaqueducale et l'amygdale. Ce sont des régions importantes pour la modulation de la douleur et de l'anxiété. Des connexions plus faibles signifient que les personnes sensibles expérimentent moins d'amortissement naturel de ces sensations. En d'autres termes, elles ressentent la douleur du rejet de façon plus brute, moins filtrée, plus intense. Mais calmez-vous, parce que l'autre côté de cette pièce est également important. Les mêmes variations neurologiques qui font que les personnes sensibles ressentent la douleur plus intensément, les font aussi ressentir la joie plus intensément, la connexion plus intensément, l'amour plus intensément. C'est un échange neurologique. Vous ne pouvez pas avoir la profondeur de l'expérience positive sans aussi avoir la profondeur de l'expérience négative. Les mêmes circuits qui amplifient la douleur amplifient le plaisir. Jung a compris cela intuitivement. Il a écrit sur la façon dont les opposés sont toujours connectés. Il n'existe pas de lumière sans ombre. Il n'existe pas de joie sans potentiel pour la douleur. Et les personnes qui sentent le plus profondément sont celles qui ont la plus grande capacité pour les deux pôles de l'expérience humaine. Alors, quand quelqu'un vous dit que vous êtes trop, ce que cette personne dit réellement, c'est « je n'ai pas la capacité de suivre l'ampleur de votre expérience ». Et ce n'est pas un défaut chez vous, c'est une limitation de sa perception. Maintenant vient la partie que personne ne vous raconte. Pourquoi devriez-vous arrêter d'essayer d'être moins? À chaque fois que vous diminuez votre intensité pour que quelqu'un se sente à l'aise, vous payez un prix neurologique. Des recherches de 2024, utilisant la neuroimagerie, ont montré que l'acte de feindre, de tromperie sociale, active multiples régions cérébrales simultanément. Le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex préfrontal ventrolatéral, l'insula et le cortex singulaire antérieur. Tous entrent en action quand vous feignez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela consomme des ressources cognitives énormes et pour les personnes hautement sensibles, qui traitent déjà plus d'informations que la moyenne. Ce coût est encore plus élevé, en termes pratiques. Cela signifie que feindre d'être moins intense vous épuise, vous draine, vous laisse vide. Et ironiquement, cette exhaustion vous rend moins capable de vous connecter authentiquement avec quiconque, y compris ceux qui pourraient genuinement apprécier qui vous êtes. Jung avait un terme pour ça. Il appelait ça l'inflation de la persona. La persona est le masque social que nous portons tous. C'est nécessaire dans une certaine mesure. Vous ne pouvez pas vous promener dans le monde complètement sans filtre, mais quand la persona devient trop rigide, quand vous vous identifiez complètement au masque, vous perdez contact avec le soi véritable. Et cette perte de contact est à la racine de pratiquement toute névrose que Jung a identifiée. Alors que faire? Comment naviguer dans un monde qui constamment vous dit d'être moins? Quand votre propre nature vous compelle à être plus. Le premier pas est le plus contre-intuitif. Arrêtez d'essayer de convaincre des personnes non préparées
que vous en valez la peine. Arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de prouver que votre intensité est acceptable. Parce que pour certaines personnes, elle ne le sera jamais. Et pas parce que vous êtes défectueux, mais parce que leur perception est limitée par les propres blocages qu'elles portent. Rappelez-vous la projection de l'ombre. Quand quelqu'un vous rejette pour être trop, ce rejet en dit beaucoup plus sur les peurs et les répressions de cette personne que sur vous. Et vous ne pouvez pas guérir l'ombre d'une autre personne. Seule, elle peut le faire. Alors toute énergie que vous dépensez à essayer de devenir acceptable pour des personnes qui vous rejettent est de l'énergie gaspillée. Le deuxième pas est de reconnaître le rejet comme un filtre. C'est révolutionnaire quand vous l'intériorisez vraiment. Chaque fois que quelqu'un vous rejette pour être trop intense, trop émotionnel, trop profond, cette personne vous rend service. Elle se retire de votre chemin. Elle signale clairement qu'elle n'a pas la capacité de vous recevoir. Et cela vous épargne des années à essayer de construire quelque chose avec quelqu'un de fondamentalement incompatible. Jung a écrit que la solitude ne vient pas de ne pas avoir de personnes autour de soi, mais de ne pas réussir à communiquer les choses qui vous semblent importantes. Il est meilleur d'être seul que d'être entouré de personnes qui ne peuvent pas vous voir. Parce que la deuxième option est une forme de solitude beaucoup plus cruelle. C'est la solitude d'être entouré de personnes et d'être encore invisible. Le troisième pas est de développer ce que j'appelle la tolérance à l'incompréhension. Cela signifie accepter que la plupart des gens ne vous comprendront jamais complètement. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de compréhension universelle. Vous avez besoin de quelques connexions profondes avec des personnes qui ont la capacité de vous recevoir. La qualité avant la quantité, la profondeur avant l'ampleur. Huberman parle constamment de la façon dont le cerveau a besoin de connexions sociales pour fonctionner optimalement. Mais il différencie aussi entre connexions superficielles et connexions profondes. Les connexions superficielles peuvent même être nuisibles si elles vous forcent à porter des masques constamment. Ce sont les connexions profondes, celles où vous pouvez être complètement vous-même, qui alimentent genuinement votre système nerveux. Et voici quelque chose que la neuroscience a confirmé récemment. Des chercheurs ont découvert que les personnes hautement sensibles utilisent moins de mécanismes de défense émotionnelle quand elles se relient aux autres. Elles se protègent moins, s'exposent plus. Et à cause de ça, elles arrivent à l'épuisement émotionnel plus rapidement quand elles sont dans des environnements qui ne les accueillent pas. En termes pratiques, cela signifie que les personnes sensibles ne peuvent pas se permettre de rester dans des relations qui exigent des masques. Le coût pour elles est simplement trop élevé, ce qui pour une personne moins sensible serait seulement inconfortable. Pour une personne sensible est dévastateur. La même situation qui draine légèrement une personne peut complètement détruire une autre. Cela explique pourquoi les personnes intenses semblent fréquemment avoir moins de tolérance pour les bêtises dans les relations. Ce n'est pas qu'elles soient plus exigeantes ou plus dramatiques, c'est que le coût neurologique de tolérer des relations inauthentiques est proportionnellement plus élevé pour elles. Ce qui semble exigence est en réalité de l'autopréservation. Jung a écrit quelque chose de pertinent à ce sujet. Il a dit que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes réellement. Mais pour les personnes sensibles, ce privilège n'est pas optionnel. C'est une nécessité. Feindre d'être moins qu'elles ne le sont les rend littéralement malades. L'authenticité qui pour d'autres peut sembler un idéal philosophique, pour les personnes sensibles, est une question de survie psychologique. Et c'est pour cela que le rejet, aussi douloureux soit-il, est fréquemment une bénédiction déguisée. Chaque personne qui vous rejette pour être trop est une personne qui vous aurait drainé jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Chaque relation qui se termine parce que vous êtes trop intense est une relation qui aurait consumé votre énergie vitale jusqu'à ce que vous soyez vide. Le rejet, dans ce sens, est l'univers vous protégeant de connexions qui vous détruiraient. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre tout ça. Une femme de 35 ans a passé toute sa vie à être appelée trop intense. Depuis l'enfance, elle sentait les émotions des personnes autour d'elle avec une clarté qui l'effrayait. Elle pleurait quand d'autres étaient tristes, même quand elle ne connaissait pas la personne. Elle percevait des tensions dans des environnements que d'autres ne remarquaient même pas, et constamment, elle était critiquée pour ça.
Arrête d'être si sensible. Arrête d'exagérer. Arrête de faire un drame. Elle a appris à se cacher, a construit une persona élaborée de personnes relaxées, insouciantes, faciles à vivre. Et à l'extérieur, ça a fonctionné. Elle avait des amis, elle avait des relations, elle avait une carrière. Mais à l'intérieur, elle était en train de mourir. Elle sentait un vide qu'elle ne réussissait pas à expliquer. Une déconnexion d'elle-même qui se manifestait comme une dépression chronique et de l'anxiété. Quand elle a commencé à faire le travail jungien d'intégration de l'ombre, quelque chose d'inattendu est arrivé. Elle a réalisé que son ombre ne contenait pas seulement de la colère réprimée ou des peurs cachées. Elle contenait sa propre intensité. La partie d'elle qui sentait profondément avait été poussée dans l'obscurité. Et pendant qu'elle restait là, elle continuait de saboter sa vie, d'une manière qu'elle ne parvenait pas à voir. Le processus d'intégration fut douloureux. Elle a dû affronter toutes les fois où elle s'était rabaissée pour plaire aux autres, toutes les fois où elle s'était trahie, pour éviter le rejet, toutes les fois où elle avait choisi l'acceptation de personnes qui ne la méritaient pas, au lieu de sa propre authenticité. Mais de l'autre côté de ce processus, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Elle a arrêté d'attirer des personnes qui la rejetaient, non pas parce que les gens ont changé, mais parce qu'elle a changé. Son énergie a changé. Quand vous vous acceptez complètement, vous arrêtez d'émettre des signaux de disponibilité pour des personnes qui veulent vous diminuer. Et vous commencez à émettre des signaux qui attirent des personnes qui peuvent vous recevoir. Elle a perdu quelques amis dans ce processus. Des relations qui semblaient solides se sont dissoutes quand elle a arrêté de porter des masques. Et ça a fait mal. Mais ce qui est venu après a compensé infiniment. Elle a trouvé des personnes qui célébraient son intensité, au lieu de la critiquer. Des personnes qui voulaient sa profondeur, au lieu de se sentir menacées par elle. Des personnes qui, finalement, pouvaient la voir. Laissez-moi vous raconter un deuxième cas, qui montre l'autre côté de cette dynamique. Un homme de 42 ans, qui a toujours été le stable du groupe, le calme, le rationnel. Celui qui ne se laissait jamais emporter par les émotions. Il était fier de ça. Il considérait sa capacité à rester impassible comme une vertu. Et pendant des années, il a rejeté des partenaires parce qu'elles étaient trop émotionnelles, trop intenses, trop dramatiques. Quand il est venu me voir, il était dans une crise existentielle. Il avait réussi tout ce que la société considère comme un succès, carrière, argent, statut. Mais il ressentait un vide qu'il ne parvenait pas à expliquer. Une sensation persistante que quelque chose de fondamental manquait. Il décrivait sa vie comme regarder un film en noir et blanc, alors qu'il savait que les couleurs existaient. Le travail avec lui a été complètement différent du travail avec Sophie. Il n'avait pas besoin de récupérer de l'intensité réprimée. Il avait besoin d'affronter pourquoi il avait construit des murs si hauts, contre l'intensité en premier lieu. Nous avons découvert qu'il avait grandi avec une mère émotionnellement instable. Il ne savait jamais si elle serait joyeuse ou furieuse quand il rentrait de l'école. Cette imprévisibilité a créé en lui une association profonde entre intensité émotionnelle et danger. Il a appris que les émotions fortes étaient menaçantes, que les personnes intenses étaient dangereuses, que la sécurité était dans la froideur, et il a passé sa vie à rejeter chez les autres, exactement ce qu'il avait été forcé de réprimer en lui-même. Chaque partenaire intense qu'il a rejeté était un rappel inconscient de la mère qu'il ne parvenait pas à contrôler. Chaque personne émotionnelle qu'il a évitée était une répétition du schéma d'autoprotection qu'il a développé dans l'enfance. Son processus a été d'apprendre à tolérer l'intensité, d'abord en lui-même, avant de pouvoir la tolérer chez les autres. Il a dû démanteler les murs qu'il avait construits, permettre que des émotions réprimées pendant des décennies, finalement émergent. C'était inconfortable, effrayant même. Mais de l'autre côté, il a découvert une capacité de connexion qu'il ne savait même pas qu'elle existait. Et voici le point crucial. Il a finalement réussi à voir les femmes qu'il rejetait avant. Non pas comme des menaces, non pas comme des personnes trop dramatiques, mais comme des êtres humains complets, avec une profondeur émotionnelle, qu'il pouvait maintenant apprécier.
Sa perception a changé, parce que lui a changé. Cette histoire illustre quelque chose d'important. Le rejet fonctionne dans les deux sens. Les personnes intenses sont rejetées par des personnes qui ont réprimé l'intensité, et les personnes qui ont réprimé l'intensité rejettent les personnes intenses. C'est un système d'incompatibilité mutuelle qui en réalité protège les deux côtés, de connexions qui ne fonctionneraient pas. Vous venez de recevoir une perspective qui peut prendre des années de thérapie pour développer. Carl Jung a passé des décennies à affiner ses idées. Des neuroscientifiques ont dépensé des millions, validant ce qu'il a intué. Si cette vidéo vous a aidé à vous voir d'une manière différente, moins brisée, et plus simplement différente, considérez cliquer sur le cœur doré ci-dessous. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que ce type de contenu, qui unit la psychologie profonde à la neuroscience, mérite d'exister. Et c'est vous qui signalez que vous voulez plus de révélations comme celle-ci. Chaque contribution finance la prochaine recherche, la prochaine vidéo, la prochaine connexion entre Jung et Huberman, qui révèle des vérités que le mainstream cache. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole pratique. Pour arrêter de vous diminuer. Phase 1. Cartographie de la diminution. Pendant une semaine, vous allez observer toutes les fois où vous vous diminuez, pour faire en sorte que quelqu'un se sente à l'aise. Ça peut être diminuer votre enthousiasme quand vous racontez une nouvelle. Ça peut être cacher votre opinion véritable pour éviter un conflit. Ça peut être faire semblant que quelque chose ne vous a pas affecté, quand en réalité, ça vous a dévasté. N'essayez pas de changer quoi que ce soit encore. Observez et notez simplement. L'objectif est de rendre conscient ce qui était automatique. Phase 2, identification des déclencheurs. Après une semaine d'observation, vous allez avoir suffisamment de données pour identifier des schémas. Avec quelle personne vous vous diminuez le plus? Dans quelle situation? Quelles émotions vous cachez le plus? Quelle partie de vous vous réprimez le plus? Ces réponses vont révéler où votre ombre dorée est la plus enterrée. Phase 3. Micro-exposition d'authenticité. Maintenant commence le travail actif. Vous allez choisir une situation à faible risque et pratiquer être un peu plus vous. Je ne suis pas en train de parler d'exploser en intensité, avec des personnes qui clairement ne peuvent pas gérer. Je suis en train de parler d'arrêter de diminuer quand vous diminueriez normalement. Si vous êtes animé par quelque chose, laissez l'animation apparaître. Si quelque chose vous blesse, ne faites pas semblant que ça ne vous a pas blessé. Petit pas consistant. Phase 4. Tolérance à la réaction. Quand vous arrêtez de vous diminuer, certaines personnes vont réagir négativement. Cette phase consiste à développer la capacité de tolérer cette réaction, sans immédiatement revenir au masque. Rappelez-vous, la réaction des autres est à propos de leur ombre, pas à propos de vous. Vous n'avez pas besoin de les convaincre de quoi que ce soit. Vous avez seulement besoin de maintenir votre position. Phase 5. Curation de connexion. Avec le temps, vous allez naturellement attirer des personnes différentes, des personnes qui répondent positivement à votre authenticité. Votre responsabilité est de nourrir ces connexions, d'investir en elles, de laisser qu'elles s'approfondissent et simultanément, de permettre que les connexions qui ne supportent pas votre authenticité se dissolvent naturellement. Ce processus prend du temps. Ce n'est pas une transformation d'une nuit. Mais chaque pas vous rapproche d'une vie, où vous n'avez plus besoin de vous cacher, où votre intensité est un don, au lieu d'un fardeau, où les personnes autour de vous vous célèbrent, au lieu de vous critiquer. Et voici quelque chose que peu de mentors vont vous dire. Le processus d'arrêter de vous diminuer va coûter des relations, va coûter des amitiés, va coûter l'appartenance à des groupes qui ne vous acceptaient que quand vous portiez un masque. Et ça va faire mal, profondément, surtout pour les âmes profondes, celles qui ressentent la douleur de la perte avec une intensité amplifiée. Mais laissez-moi vous révéler ce qui se passe de l'autre côté de cette douleur. Vous découvrirez que les relations que vous avez perdues n'étaient pas vraiment des relations. C'étaient des accords tacites où vous échangiez votre authenticité contre un sentiment d'appartenance. C'étaient des contrats où vous vous diminuiez en échange d'être toléré. Et ce type de connexion
aussi confortable qu'il puisse paraître. Vous tuez de l'intérieur, lentement. Le docteur Alan Shore a expliqué que nos systèmes nerveux sont modelés par les relations. Les connexions où vous devez vous cacher créent un état chronique d'hypervigilance. Votre système nerveux ne se relaxe jamais, parce qu'il surveille constamment si le masque est bien en place. Les connexions où vous pouvez être complètement vous-même permettent à votre système nerveux de se reposer enfin. La différence physiologique entre ces deux types de connexions est mesurable. Les personnes sensibles rapportent fréquemment une sensation d'épuisement chronique qu'elles ne parviennent pas à expliquer. Elles dorment suffisamment. Elles s'alimentent bien. Elles font de l'exercice. Mais elles se sentent quand même constamment vidées, dans de nombreux cas. Cet épuisement vient directement du coût énergétique de maintenir des masques dans des relations qui exigent une diminution constante, quand ces personnes font finalement la transition vers des relations authentiques. L'épuisement disparaît fréquemment, pas parce que leurs vies sont devenues plus faciles, mais parce qu'elles ont arrêté de gaspiller de l'énergie à faire semblant d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Cette énergie devient enfin disponible pour d'autres choses, la créativité, l'accomplissement, la connexion genuine. Et voici la révélation finale que Jung a faite et qui change tout. Il a écrit que nous ne trouvons pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Mais l'inverse est également vrai. Certaines personnes ne trouvent pas leur plénitude en confrontant seulement leurs ombres négatives. Elles doivent aussi ressusciter leurs ombres dorées, les parties brillantes d'elles-mêmes qui ont été forcées de se cacher. Votre intensité n'est pas une erreur de fabrication, c'est un design. Vous avez été fait pour ressentir profondément, connecter intensement, aimer complètement. Le monde peut ne pas être prêt pour vous. Mais ce n'est pas votre problème. Votre seul travail est de devenir pleinement qui vous êtes et de faire confiance que les personnes certaines vont vous trouver quand vous arrêterez de vous cacher. Et laissez-moi vous révéler quelque chose que Jung a écrit près de la fin de sa vie. Il a dit que la plus grande tragédie qui puisse arriver à un être humain est de vivre une vie qui n'était pas la sienne. Passer l'existence entière à être la version de soi-même que les autres espéraient, au lieu de la version que son âme savait être vraie. Cette tragédie est spécialement commune chez les personnes sensibles, parce qu'elles absorbent les attentes des autres avec tellement de facilité. Elles sentent l'inconfort que leur intensité cause et, voulant éviter de causer de la douleur, se diminuent. Mais le prix de cette diminution est la vie elle-même, pas la vie biologique. La vie en termes de vitalité, de propos, de sens. Vous pouvez exister pendant des décennies dans un corps qui respire, pendant que votre âme dépérit par manque d'expression authentique. Le choix qui est devant vous n'est pas entre être accepté ou être rejeté, c'est entre être vous-même et courir le risque de rejet, ou faire semblant d'être moins et garantir l'acceptation de personnes qui ne connaîtront jamais qui vous êtes vraiment. La seconde option semble plus sûre, mais c'est un piège, parce que vous ne pouvez pas être vraiment accepté par quelqu'un qui n'a jamais vu le vrai vous. L'acceptation que vous obtenez à travers des masques est une acceptation pour le masque, pas pour vous. Des personnes prêtes à vous recevoir existent. Elles sont là-bas, attendant de rencontrer quelqu'un comme vous. Mais elles ne vont vous trouver que quand vous arrêterez de vous cacher, quand votre intensité deviendra enfin visible, quand vous cesserez de diminuer votre lumière pour ne pas aveugler les yeux qui préfèrent encore l'obscurité. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Et cette question va révéler beaucoup de choses. Vous vous êtes identifié plus comme la personne qui a été rejetée pour être trop, ou comme la personne qui a rejeté les autres pour être trop. Les deux réponses sont valides et importantes. Commentez ci-dessous quel côté résonne le plus avec vous, parce que la conscience de où vous êtes est le premier pas vers où vous voulez aller. Et si vous avez eu le courage de regarder jusqu'ici, vous êtes déjà sur le chemin de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de se diminuer pour tenir dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour vous.